Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour la communauté. Comment elle va la communauté? Ça va bien? Ouais, je le demande par écrit, hein. Maintenant, vous pouvez activer vos micros. On va juste vous demander si vous êtes bien d'accord, parce que comme ça, enregistré, Teams fait les choses bien depuis quelques temps maintenant. Il vous demande votre accord pour pouvoir enregistrer votre visage. Donc, si jamais vous voulez décocher, il faut juste activer et accepter le fait que vous soyez d'accord pour qu'on puisse vous entendre. Ok. Et ben voilà, parfait. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Bonjour, ok. Avec un beau Bonjour. fond d'écran. Bonjour. Et la caméra. Ah, Trop Ouais, bien. je fais Ah. coucou, mais après je coupe. Hein. ouais, moi Ah aussi. bah non, pas que coucou. Salut Thomas. Bonjour Thomas. Ah bah voilà, super, bonjour. Bonjour. Jean-François, bonjour. Salut Jean-François. Bonjour. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Là, super. Encore plus sympa d'avoir l'échange avec les personnes en visio. Mm. Bon, nous nous retrouvons pour ce live numéro 22, le dernier de 2025. On prépare le budget 2026, donc on dit plus souvent 2026 en ce moment que 2025. Mais voilà, c'est le dernier. Voilà, pour tous ceux qui ne savent pas, donc c'est une session d'échange et de partage autour des usages de MyReport et l'utilisation qu'on en fait avec des personnes qui sont techniques, des personnes qui sont moins techniques, des métiers, etc. L'objectif, c'est que vous puissiez aussi vous exprimer et que vous puissiez partager vos différents sujets. En amont de ces sessions de live, vous avez une adresse myclub@myreport.fr pour partager vos questions, nous poser vos questions, vos problématiques de tous les jours pour qu'on puisse essayer d'y répondre ensemble. C'est pas le support, hein, donc c'est pas si vous avez des bugs à remonter, c'est plus un ticket qu'il faut traiter, qu'il faut créer que l'adresse MyClub. MyClub, c'est voilà, pour partager nos usages et comment on utilise MyReport pour répondre à nos problématiques. Donc n'hésitez pas à écrire dans MyClub. Ouais, tu peux partager ton écran, Thibaut, si... Eh bien oui, merci beaucoup. Comme ça, Angélique. tout le monde voit le mail si Tu sais de jamais. quoi on Et je parle. peux le mettre dans la Voilà. conversation aussi. Donc, je suis Merci. accompagné, enfin, nous présentons ensemble avec Pascal et Angélique et Sarah ce live. Donc, encore une fois, un plaisir de se retrouver, la communauté, des bonnes pratiques, un format évolutif. Et donc, n'hésitez pas à écrire à myclub@myreport.fr. Le titre donc, il y a des ressources aussi qui sont à partager. Le titre de ce live, c'est Comment transformer un dashboard en un vrai cas d'usage. Partagez-nous vos créations. Bon, là, la communauté, on a été surpris de voir qu'il n'y avait pas de partage de vos créations. Donc, bah, on a un petit peu préparé le truc, donc on va vous partager certaines de nos créations et certains de nos usages. Mais sentez-vous libre de prendre la parole. Pardon? Sentez-vous libre de prendre la parole pour présenter, pourquoi pas à la volée, si vous avez des éléments, si vous avez oublié de nous les envoyer. Exactement. Donc, en fait, c'est le principe de la communauté, hein. Donc, on sait que vous vous mobilisez déjà pendant 1 heure pour faire ce live, et c'est très bien. Maintenant, l'objectif, c'est aussi voilà, de contribuer, et c'est l'action collective qui fait que la communauté fonctionne bien. Donc, avant de parler des usages qu'on va vous partager, il y avait quelques questions qui ont été posées depuis le dernier live, et donc on va y répondre. Une question de Karim qui demande pourquoi MyReport Center m'oblige à retélécharger Builder ou Page alors qu'ils sont déjà installés sur mon PC. Donc sachez qu'il y a une connaissance, enfin un article pour répondre à cette question. Donc vous pouvez cliquer dessus, enfin cliquer sur ce bouton pour accéder
est-ce que ça va bien marcher? J'espère, voilà. Pour accéder à la connaissance, donc vous devez accéder normalement à cet article. Pourquoi My Report Center m'oblige à retélécharger Page Builder alors qu'ils sont déjà installés? La problématique vient du navigateur. Donc, il y a une mise à jour de Chrome qui a modifié le comportement des accès au réseau local. Et donc, il y a une procédure où il faut aller dans les paramètres de Chrome, confidentialité et sécurité, paramètres des sites. Donc, on peut le faire ici. Donc, paramètres, confidentialité et sécurité, paramètres des sites. Et ici, dans autorisation supplémentaire, vous avez tout en bas accès au réseau local. Donc là, il y a deux options. Soit les sites peuvent demander à se connecter à n'importe quel appareil sur votre réseau local, soit si vous ne voulez pas cette option, vous venez définir les adresses qui permettent d'y accéder. Et là, vous mettez l'adresse de votre center. Et votre center, nous, c'est ro.myreport.fr. OK? En tout cas, Karim, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je sais pas, est-ce que c'est arrivé à d'autres personnes, ça, le fait enfin, que MyReport redemande à télécharger les outils à partir du center? Non, Ah, c'est- non, jamais. Bon, bah, écoutez, si ça vous arrive, au moins vous avez la ressource. Et ça peut arriver presque d'un instant à l'autre, c'est vraiment lié au rythme de mise à jour de Chrome. Donc, c'est quand Chrome se met à jour, potentiellement, que vous aurez ce message-là lorsque vous souhaiterez, lorsque vous accéderez donc à Builder ou à PageUp My Report Center pour ouvrir un report et pour exécuter un tableau de bord dans Excel. Voilà, la connaissance est là. Le but, c'était de vous la partager. Parfait. Deuxième question qui est posée par Antoine. Existe-t-il une solution permettant, dans afficher la valeur cible, de faire appel à une zone décimale, dans mon exemple TOCAP 1, plutôt qu'à une saisie manuelle? Donc effectivement, dans Page, on peut définir une valeur cible dans un graphique, type barre, sauf que cette valeur cible doit être fixe. Elle est définie en dur. Donc là, l'idée, c'est de créer une condition qui définit le taux qu'on souhaite, soit il est calculé, soit il est manuel, et d'appliquer ça sur le graphique. Donc, Antoine, en l'occurrence, a eu la bonne démarche d'utiliser un graphique combiné. Et donc, si j'ouvre, j'aurais pu rouvrir mon page. Si j'ouvre mon page sur notre live, voilà, hop, il est là. Live My Club, live numéro 22. Ici, j'ai créé une condition de type objectif qui est une valeur saisie que j'ai mis. Alors, je pourrais même le mettre en numérique. Ce sera plus simple. Et ensuite, j'ai fait un graphique combiné où j'ai mis par mois un montant avec mon objectif en courbe. D'accord? Et mon objectif, il s'appuie sur la zone décimale objectif. Bon, a priori, Antoine, c'est ce que tu avais fait, et donc c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'objectif d'Antoine, c'était de dire, OK, j'ai bien ma courbe qui s'affiche, j'ai bien ma valeur cible, maintenant, j'aimerais bien afficher la valeur. Et donc, la solution, ici, dans la version 7, mais dans la version 6, c'était pareil, c'est de cliquer à cet endroit-là pour afficher les fameux 10 millions qui correspondent, alors ici, à l'objectif, ou dans l'exemple qu'on a vu, le taux capé 1. Si je modifie ici mon objectif, je dis que c'est 8 millions, et que je valide, eh bien, j'ai bien mes 8 millions qui apparaissent et ma courbe arrive en bas. Okay, donc, vous pouvez, entre guillemets, rendre dynamique cette valeur cible en fonction d'une condition. Si vous changez, par exemple, je ne sais pas moi, une catégorie produit, l'objectif peut être différent. Et à ce moment-là, la valeur viendra se référer à la condition. Donc, l'astuce, Antoine, je ne sais pas si ça répond à ton problème, c'est de venir cliquer sur un, parce qu'en général, on veut les étiquettes, c'est pour faire des print écran, pour les coller dans un PowerPoint ou en parler dans une présentation. L'astuce, c'est d'aller cliquer sur une des valeurs, j'aurais pu cliquer sur celle-ci, hein, pour afficher l'étiquette qui correspond à la courbe. Donc, je ne sais pas si Antoine est là, je ne sais pas si ça répond à ta question, Antoine. Il n'est peut-être pas là. Je ne sais pas si, en tout cas, vous avez eu déjà ce cas d'usage
à intégrer. Question suivante. Question de Yaroslava. Yaroslava, je suis désolé avec ton prénom, tu es vite désigné et à ton côté anonyme est moins fort. Comment utiliser le drill down et où doit-on l'appliquer? Donc le drill down, pour rappel, c'est la... Oh là, je fais du teasing, du spoil, pardon. Le drill down, on l'a ici, c'est la capacité. Ici, j'ai le camembert, je vais avoir le détail du CHR. Je clique et j'ai le détail par canal. D'accord? Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est dans Page, le drill down. On vient ici sélectionner les champs en catégorie et on ajoute à cocher la petite case drill. Et ça permet de driller comme ça dans le graphique. Est-ce que Yaroslava, j'ai vu que tu étais là, est-ce que ça répond à ta question? Oui, parfait. Merci. Autre question de Yaroslava, comment filtrer des valeurs agrégées très proches de 0? Donc, l'astuce que j'utilise moi, c'est effectivement des fois on a des valeurs qui sont à 0,001 et elles ne sont pas prises en compte dans le filtre. Et surtout des filtres agrégés. L'idée, c'est d'utiliser la fonction apps et de dire que la valeur absolue de ma valeur doit être inférieure à 1, par exemple, ou 0,1, ou en tout cas le niveau de détail que vous souhaitez. Mais c'est donc valeur absolue de mon champ qui doit être inférieure à 1, et ça permet de supprimer toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 1 et plus 1. Est-ce qu'il y a d'autres astuces comme ça? Est-ce que vous en voyez d'autres pour pouvoir agréger les valeurs qui sont très proches de 0? Et est-ce que Yaroslava, ma proposition, répond à ta question? En tout cas, la partie apps, personnellement, je m'en sers C'est pas la beaucoup. formule apps. Donc ici, je vais prendre un exemple. Je peux le faire ici, par exemple. Hop. Si je prends cette formule, si je ne veux pas les montants agrégés qui sont proches de 0, je fais un filtre agrégé ici, donc sur le montant, la somme du montant, et donc là, au lieu, donc je fais inférieur à 1, donc là, je peux mettre 0,1 si je veux, etc. Et là, c'est d'appliquer la formule ABS. Ça permet de prendre tous les montants qui sont entre moins 1 et plus 1. OK? Si je fais OK, là, la formule, la requête SQL, il me fait bien une valeur absolue de somme qui doit être inférieure à 1. OK? Parfait. Thomas, tu approuves. C'est parfait. Merci. On continue. Nous avons une question d'un partenaire, Frédéric, qui nous dit: j'ai un client qui m'a indiqué vouloir la version 7. Pouvez-vous me confirmer que les clients auront accès à l'e-learning de façon gratuite? Donc la réponse est: c'est effectivement du contenu gratuit. Donc vous pouvez accéder à la plateforme e-learning ici. Donc c'est portail.mariport.fr/slides/all. Et vous avez tout en bas les niveaux gratuits, et vous avez particulièrement la version 7 qui est reprise en main. Et pour en parler encore mieux que moi, nous avons Angélique qui est responsable de cette plateforme, qui va vous en parler de MyReport e-learning. Ouais, super, merci Thibaut. Oui, effectivement, la plateforme e-learning, comme déjà indiqué dans quelques lives et peut-être quelques communications que vous avez reçues, il y a bien une partie de la plateforme qui est disponible gratuitement. Comme vient de le montrer Thibaut, il y a un niveau dédié dont le parcours V7 qui aborde donc les nouvelles fonctionnalités qui sont expliquées. Vous y accédez une fois que vous accédez au portail. Donc en tant que partenaire client, si vous avez déjà accès grâce au lien que je vous ai mis, ou sinon depuis l'onglet formation, quand vous arrivez sur le portail, tout en haut, vous avez plusieurs onglets, dont celui de la formation, et tout en bas, vous avez donc la plateforme e-learning. Si jamais, il me semble avoir vu des partenaires parmi nous ce soir pour vos clients à vous, il faut simplement qu'ils soient référencés en fait dans le portail pour qu'on leur donne déjà en premier lieu accès au portail pour qu'ils accèdent à la plateforme.
Pour accéder à la partie gratuite, c'est le minimum. Et ensuite, après, il y a la partie abonnement pour avoir les formations vraiment initiales comme, parfait, merci Thibaut. La partie je débute avec Data, Builder et Page, qui sont les équivalents de fonctions que nous animons via Teams ou en présentiel, notamment. Bon, on ne peut que vous inciter à découvrir la plateforme et ensuite souscrire à la plateforme pour le contenu payant. C'est du contenu à vraiment forte valeur ajoutée qui vous permet d'aller plus loin aussi avec MyReport et de vous référer. Voilà, des fois, vous auriez besoin des piqûres de rappel de ce que vous avez pu apprendre pendant la formation. Voilà, c'est des contenus qui sont très intéressants, très bien faits et voilà, je ne peux que vous inciter à y aller. D'ailleurs, pour faire le lien avec la fonctionnalité Drill de tout à l'heure, si vous n'avez pas accès à l'abonnement, vous accédez quand même à la vidéo. Thibaut, effectivement, si tu descends un petit peu, dans le niveau bonus gratuit, vous avez j'accède à quelques contenus, le MyReport en bref, qui reprend une bonne partie des leçons en vidéo, regroupées par un module MyReport. Vous pouvez même retrouver la carte, par exemple. Donc, on a démarré avec Builder, mais juste après, vous avez Page et Center. Vous retrouvez voilà, des petites choses vues en formation que vous avez effectivement peut-être oublié ou pas encore réutilisé depuis. Donc, vous pouvez aussi revoir en vidéo en plus des manuels que vous consultez déjà pour un bon nombre, je crois. Voilà, il y a beaucoup de contenu, hein, donc n'hésitez pas à y aller, c'est très riche. Et, qui accède à l'e-learning? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui accèdent à l'e-learning déjà? Ah, et vous avez le droit de me dire non, hein, enfin, de nous dire non. Donc, parmi les noms, bon, je connais pas tout le monde parce qu'il y a un petit peu de monde maintenant. Mais j'ai effectivement pas vu d'abonnés là parmi ce soir. Ouais, est-ce que vous connaissiez l'existence de cette plateforme e-learning? Au niveau de Ah, première réponse, je ne voilà. savais même pas qu'il y avait un e-learning. Merci Laurent. Merci Marie-Pierre, Marie-Pierre. C'est parfait. Voilà. Jean-François, avec plaisir. C'est un. Voilà, mais c'est hyper riche et donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire ou de votre interlocuteur commercial pour en parler. Il y a beaucoup de contenu et c'est très riche. Ah, on a oublié de masquer certaines slides. Les astuces MyReport. Ça, c'est une astuce, je vous en parlerai à travers le cas d'usage de tout à l'heure. Utilisez ChatGPT pour vos regex. Pour rappel, les regex, hein, ça permet de traiter, soit d'extraire des données d'une chaîne de caractères ou de rechercher une chaîne de caractères dans une autre chaîne de caractères avec voilà, des formules un peu plus complexes que ce qu'on peut connaître avec gauche, droite, milieu et autres. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai eu un cas d'usage récemment où j'en ai eu besoin. Et donc, typiquement, je vous l'illustre ici. J'avais besoin de faire le lien entre nos deux systèmes. J'en parlerai tout à l'heure, si on a le temps, mais voilà. Et à travers une chaîne, bon, je l'ai tronquée, la chaîne, mais vous voyez, j'ai une chaîne comme ça, et moi, j'aimerais extraire ce qu'il y a entre crochets. Comment vous faites? J'attends de voir les formules dans le chat. Ah bah moi je prends une expression régulière, hein. Enfin je fais une regexp tous les jours. Ouais. Tu la connais par Là-dessus. cœur? Bah non. Non, mais ça fait un petit moment que je demande à ChatGPT à chaque fois que j'ai besoin d'une regexp de me la faire, quoi. Exactement. Tu t'en sers régulièrement dans MyReport, Thomas? J'ai déjà utilisé 3 ou 4 fois des regexp dès qu'il faut extraire une petite chaîne de caractères ou un truc. C'est assez régulier, quoi. Ou même détecter une suite de caractères. Je crois que avec il y a regexp trouve aussi, je crois. Tout à fait. De mémoire et voilà. Sur la partie données aussi. Et donc, je vais l'illustrer. Alors, Yaroslava, oui, il y a les formules gauche, de droite, de milieu, etc. Ça va bien quand on a exactement le même nombre de caractères. Maintenant, ici, alors je ne sais pas si j'en ai, mais je peux avoir des identifiants qui ne sont pas sur 4 caractères, mais sur 5 ou sur 3, etc.
Et c'est là que la regex est hyper pertinente. Donc concrètement, Julie, par cœur, c'est par cœur ou c'est via ChatGPT? Voilà. Parfait. Eh bien, l'illustration que je peux vous en faire, c'est que ici, typiquement, vous vous dites, j'ai appris dans le live My Club que ce serait hyper utile de faire des regex parce que c'est très pertinent. Eh bien, là, moi, je fais un prompt. Peux-tu me donner la regex pour extraire les caractères entre crochets de ce texte, par exemple? Donc, à vous, machin. Donc, ChatGPT va me donner la regex et ça me sort dièse 25-29. Et moi, j'ai pas besoin de dièse 25-29. Donc, il me le fait directement, donc c'est très bien, mais comme quoi ChatGPT ne donne pas toujours les mêmes résultats. Parce que j'avais prévu mon coup et en fait, il me sortait le dièse 25-29. Et donc, l'idée, c'est de compléter le prompt, parce que vous savez bien que l'IA, c'est bien, mais il faut bien savoir la prompter. Et donc là, j'avais complété je ne veux pas le crochet, et là, il donne effectivement cette regex. Et du coup, ensuite, dans le builder, donc si j'ouvre mon builder sur déconnecté, je me reconnecte. Bon, c'est un peu de teasing sur le cas d'usage de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ici, j'ai bien, si mon code commande contient le crochet dièse, j'applique la formule regex extraire du code commande avec le contenu que m'a fourni ChatGPT. D'accord? Et on a juste un copier-coller à faire et ça fonctionne. Et c'est génial, n'est-ce pas? Et donc, je vous invite à utiliser ChatGPT pour vos regex parce que les regex sont très utiles, très pertinentes et on a un assistant qui fait ça très bien. Les cas d'usage avancés. Donc là, je vais passer la main. Thibaut, Ouais. excuse-moi, juste avant de passer, il y a Julie qui demandait si c'était possible sous data aussi d'utiliser le regex. Oui, bien Je pense sûr. que c'était Dans ça le la data, question. il y a la formule regex extraire et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Mais en tout cas, les fonctions de regex sont utilisables partout dans MyReport. Et il y a un autre endroit, en dehors de faire des transformations, des extractions, comme tu viens d'évoquer, Thibaut, je les trouve aussi intéressantes sur une partie qualité de données. Typiquement, si on doit valider, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone, une adresse email, etc., il y a tout un ensemble de patterns qui sont simples à trouver, que ChatGPT va bien vous indiquer. Et donc, sur la partie qualité de données, ça peut être une très grande aide d'utiliser ces expressions régulières. Me permet de vérifier que ma chaîne de caractères correspond à un numéro de téléphone français. Et voilà, on copie ça dans la partie qualité de données de MyReport Data et vous vous assurez que vos numéros de téléphone sont des numéros de téléphone français. Voilà, moi, c'est ChatGPT, l'IA en général, hein, on parle de ChatGPT, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est un vrai gain de productivité, donc n'hésitez pas à vous en servir pour ces cas d'usage. OK? Pascal, Oui, donc, je te passe la main. Donc, alors, encore une fois, excuse-moi, juste avant. si. Encore une fois, n'hésitez pas à nous partager vos questions et vos problématiques. L'objectif, hein, c'est que la communauté y réponde. Des fois, on n'a pas la réponse et peut-être que certains d'entre vous, vous avez la réponse, vous êtes déjà tombé sur ces cas d'usage. Et donc, voilà, n'hésitez pas à en parler et à échanger et à nous écrire sur myclub@myReport. Donc, un des cas d'usage, et n'hésitez pas aussi à nous faire signe si vous avez un cas d'usage que vous voulez nous présenter à la volée, on vous laissera volontiers le temps d'en parler aujourd'hui.
le cas d'usage que je souhaiterais vous présenter, c'est l'analyse d'un parc client. Donc, dans le cadre de ma prise de fonction sur le poste de directeur produit cette année, en fait, j'ai voulu creuser les informations que l'on avait et savoir comment les données qu'on a dans notre système d'information allaient me permettre de mieux communiquer autour de MyReport et plus spécifiquement de MyReport BE. L'intérêt que j'y ai trouvé très rapidement, et je vais vous montrer après comment je l'ai mis en place, MyReport et plus particulièrement la partie Builder m'a permis de tester, de valider très rapidement des hypothèses et pour affiner le discours que l'on va avoir au niveau du produit, principalement dans le cadre de la prospection. Alors, si j'entre un peu plus dans le détail, il y a un certain nombre d'informations que je voulais interroger. Qu'est-ce que je voulais interroger? Déjà, mon référentiel de clients. Donc, quand je parle de mon référentiel de clients, ce sont les sociétés que nous avons, équipées, les références, voilà, les sociétés. Et je voulais savoir ensuite comment est-ce que ces sociétés-là étaient, quelles étaient leurs caractéristiques. Est-ce que c'était de la vente en indirect ou en direct? Avec quel type, avec notre sectorisation de distributeurs? Quel était le secteur d'activité aussi dans lequel vous êtes? À quel endroit vous êtes? Quelles informations aussi on peut avoir sur vous, sur nos utilisateurs? Donc, par rapport à des profils, par exemple, sur les interlocuteurs clés, des profils vous êtes plutôt dans le service finance, le service IT, etc. Donc ça, c'était des informations que j'avais dans mon modèle client, mon référentiel des clients. Ensuite, j'ai besoin de creuser ces informations-là avec des informations qui concernent les différents revendeurs chez certains clients que nous avons. Nous avons plusieurs revendeurs qui travaillent, qui interviennent. Donc, je voulais avoir les différents revendeurs pour chaque compte. Des informations de facturation, évidemment. Donc, pour savoir quel était le revenu récurrent, la partie finalement maintenance ou location que vous avez, et des informations sur tout le chiffre d'affaires qui avait pu être fait ou les ventes qui avaient été faites sur une période assez courte. Des informations sur les licences, donc sur les licences, ce que l'on a sur MyReport BE, donc sur les différents modules, MyReport, les licences Manager, les licences Center, les licences Viewer, des informations sur le taux d'activation, sur la gamme, est-ce que c'est du Starter, est-ce que c'est du BE, comment est-ce que ça a été commercialisé, de l'acquisition, du locatif. Des informations aussi pour les clients les plus historiques autour de MyReport Essential, et puis aussi sur les extensions, avec un petit focus que je voulais faire autour de la DSN. Donc, comme vous pouvez le constater ici, j'avais 6 sources de données, 5 sources de données différentes et 6 sources en global. Et ces données-là, je voulais les assembler pour avoir une seule ligne par compte. Comment... Juste pour info, est-ce que tout le monde connaît la signification de l'ARR? C'est vrai que je n'ai pas pensé à parler. Dans le doute, un petit refresh, je pense que c'est les revenus réguliers. Exactement, c'est l'annual recurring revenue, donc c'est les revenus automatiques qu'on perçoit annuellement. Donc sur un abonnement Netflix à 10 € par mois, son ARR est de 120 €. Donc en gros, les revenus sont de 120 € par année. Il y a le MRR qui est le Monthly Recurring Revenue, qui est le revenu mensuel aussi. Et donc, vu qu'on est en tant qu'éditeur de logiciels, on a beaucoup de revenus récurrents. C'est un indicateur qu'on suit, c'est combien nos clients payent par année pour avoir la maintenance de MyReport. C'est juste un... N'hésitez pas à nous poser des questions si il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et donc, c'était l'ARR est un serveur de répartition. D'accord. Donc, j'avais plusieurs sources de données et ensuite, comment est-ce que j'ai mis en place ces éléments-là pour analyser les données donc, qui venaient de ces 5 sources. Je suis passé par un multi-report. Donc, le multi-report dans MyReport, pour moi, c'est une solution très puissante. Ça me permet finalement, de manière totalement autonome en tant qu'utilisateur builder et sans toucher à la partie data, sans toucher à la modélisation, de construire un jeu de données qui va aller chercher des données dans différents modèles. Donc, c'est les 6 sources que je vous ai montrées tout à l'heure, avec un élément qui était important pour moi, c'était de filtrer sur les clients qui étaient dans mon parc. Et donc, par rapport aux 6 sources que j'avais, j'ai choisi de prendre les clients, comme référentiel, ma première source. Et derrière cette première source de données, qui était mon référentiel client, aller
entasser, entre guillemets, derrière les différentes données, aller consolider les données pour avoir mes différentes colonnes. Donc là, le multi-report m'a permis d'avoir un listing assez complet. Il y aura une petite capture d'écran tout à l'heure, mais si tu passes à la slide suivante, Thibaut, on reviendra dessus. C'est un petit listing avec une vingtaine ou une trentaine de colonnes. Angélique, je vois Angélique sourire. On Oui, en a parlé excuse-moi, pas plus tard. t'as dit petit. Voilà, Ouais. permets-moi de réagir avec un tout petit sourire. On en a parlé pas plus tard que la semaine Oui, dernière la avec semaine Angélique, avec dernière, un petit oui, tout à post fait. LinkedIn dessus d'ailleurs, justement. Ah, il est Sinon, impressionnant, Pascal, hein. Hmm Quand il monte ses listings, ça impressionne. ouais, je suis pas un grand fan des listings, mais là, ça a été très pratique. Et pourquoi je suis passé par un listing, justement? Tu peux revenir à ça. Hop, autrement, je peux prendre le contrôle, autrement, Thibaut. Hop. Non, tu peux pas parce que je partage mon écran. Si, tu Ah, peux? d'accord. Je sais pas. Non, je ne peux pas. Ce listing-là, j'ai utilisé la fonctionnalité de créer une zone sur le report. Est-ce que cette fonctionnalité, vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà exploitée? Est-ce que vous savez où la trouver? Oui pour Jean-François. Oui pour Thomas. Deux oui. Peut-être des non. Trois oui avec David. Quatre oui avec Romain. Ah, ça, le nombre de oui augmente. Très... Donc, non. Premier non, merci. Donc, cette information-là, vous la trouvez dans les options du report. Et donc, lorsque l'on crée un report, que ce soit un report tableau ou un report listing, dans les options avancées, on peut créer une zone sur le report. On va donner le nom et il faut inclure le nom des champs dans la zone. C'est-à-dire que mes en-têtes de colonnes dans le listing font partie de ma zone. Donc, dans ma zone, j'ai une zone qui se crée dynamiquement par rapport à tout le contenu de mon report. Et pourquoi j'ai mis ça en place? C'est que j'ai exploité cette zone pour faire une source locale. C'est-à-dire que dans My Report Builder, ce qui est bien, j'ai Thibaut à la manœuvre en live, j'adore ça. Je tente, Thibaut, c'était pas préparé. C'était de bonne constitution dessus, normalement. Donc on ferait oui. Voilà. Ici, voilà, ma source de données, j'ai appelé ça mon dataset, et on va retrouver ici la possibilité de créer une source Excel. Donc cette source Excel, en fait, ça va permettre de récupérer une partie d'un classeur, d'un onglet, comme source de données, et de pouvoir ensuite l'exploiter pour faire d'autres tableaux de bord. Pourquoi je suis passé par cette source locale? Ça me permettait d'avoir ces données-là, où derrière mes comptes, j'avais récupéré tout un ensemble d'indicateurs et d'informations supplémentaires, et d'exploiter ce jeu de données pour ensuite le réagréger et faire mes analyses. Ça m'a permis aussi d'avoir une assez grande simplicité d'utilisation. Quand j'avais besoin de rajouter des colonnes dans mon listing, je faisais évoluer mon multi-report, je réexécutais ce multi-report, et ensuite je n'avais plus qu'à actualiser ma source de données locale en ajoutant mes différents champs. Donc cette fonctionnalité-là, je ne sais pas si vous l'utilisez régulièrement, si vous en êtes déjà servi, donc de la combinaison zone dans le report plus source de données locale. Mais en tout cas, pour des analyses ponctuelles où on va travailler sur des jeux de données que l'on fait évoluer, qu'on a besoin de réagréger, c'est une fonctionnalité que je trouve très très pratique. Et donc déjà, ça peut être utile pour faire des tableaux croisés dynamiques, parce que vous pouvez exploiter la source qui vient de mes reports avec la traçabilité, avec le zoom, avec la mise à jour, etc. Vous n'avez pas besoin de refaire tout un parcours de collecte de données. Donc c'est déjà utile si vous voulez faire des tableaux croisés. Et en plus, Pascal va vous démontrer comment c'est utile aussi de s'en servir avec My Report Builder. Alors une petite chose aussi, un élément dans ce listing, là on ne le voit pas, il y a beaucoup de colonnes, j'ai caché quelques informations. Tout à la fin, j'ai mis un eurodatage. Pourquoi? Parce que mes données évoluent, les données entre autres de facturation, d'activation licence évoluent, potentiellement aussi les données sur les affectations des comptes, la qualité de données que je pouvais avoir, et donc j'avais besoin de savoir de quand datait mon jeu de données. Et donc j'avais rajouté une formule à la fin sur le dernier champ qui était la date du jour que j'ai exploité pour avoir un eurodatage des reports. Donc à partir de ce listing, comme Thibaut vous l'a montré tout à l'heure, donc j'ai créé ce jeu de données pour avoir un premier élément autour de notre partie sur la qualité de données. C'est-à-dire que j'ai décomposé ces informations-là pour savoir quel était notre... j'ai parlé d'ARR, je sais que ce n'est pas exactement le bon terme, Thibaut, et on en a parlé pas plus tard.
ARPA, merci, je sais que voilà les sigles. Donc, j'ai testé l'ARPA, j'ai pas retenu l'acronyme en plus. Annual Recurring Per Account. Donc, c'est Voilà. le revenu récurrent par client. Revenu récurrent par client, et donc en tant qu'éditeur de logiciel, j'avais filtré évidemment sur la partie qui concerne chez nous l'activité logicielle et pas toutes les autres activités qu'on peut avoir sur la partie service, contrat, etc. Et en ayant un focus sur la partie maintenance ou la partie locative. Et dans une optique d'avoir un prix public aussi pour pouvoir comparer les différentes données clients avec, de manière homogène. Et donc, à partir du tableau du haut où j'avais donc cet ARPA, le nombre de clients, j'ai calculé le prix moyen sur différents canaux de vente. Et ensuite, j'ai décliné suivant nos différentes gammes. Sur la deuxième ligne, voilà où Thibaut, on a MyReport 2 qui m'intéresse, mais aussi des informations sur Essential ou des petits problèmes de qualité de données qui étaient à la marge. Et ensuite, tout ça, je l'ai décliné pour faire un focus sur notre cœur de marché chez MyReport, la France, et ensuite aller sur les comptes que l'on connaissait le mieux, les comptes clients finaux, principalement plus de 90% en indirect, et donc je n'ai pas toujours l'information sur le client final, le SIRET, donc les comptes où j'avais le SIRET, j'ai fait un filtre dessus, c'est le bloc du dessous, et ensuite j'ai décliné pour avoir des informations sur les secteurs d'activité, les tranches de CA, les effectifs, avec des éléments de qualité de données. Donc ce listing avec ce jeu de données assez complet, où j'ai une ligne par compte, j'ai commencé par mettre en place un onglet de qualité de données pour m'assurer de l'uniformité des données, et ensuite, je l'ai exploité pour différents tableaux de bord, pour avoir des informations sur justement cet ARPA, sur les écarts qu'on pouvait avoir suivant les différents canaux de vente, sur les différents effectifs, autour du nombre de comptes, autour de l'ARPA, de l'ARR moyen. Donc je réagrégeais mes données à la volée. Là, j'étais sur un tableau, il y a eu aussi quelques éléments autour de tout ce qui était graphique, que je n'ai pas mis dans les exemples. Ou encore, je crois qu'il reste une troisième capture d'écran, Thibaut. Slide suivante. Une analyse autour des secteurs d'activité que l'on rencontre autour de nos clients, avec, vous voyez ici, beaucoup de couleurs, même si c'est flouté, l'utilisation alors l'alerte que j'ai utilisée. Mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, mais avec une plage de couleurs, nuancier de couleurs, pour avoir une sorte de heatmap. Donc plus la valeur était importante, les valeurs importantes, je voulais les mettre en vert, les valeurs les moins importantes en rouge, pour voir d'un seul coup d'œil quelles étaient les informations clés. Donc tout ça, j'ai pu le faire donc à travers ce multi-report qui m'a permis de croiser des informations qui étaient dans différents modèles et en faisant évoluer potentiellement le contenu du listing au fur et à mesure de mes analyses. C'était l'intérêt de passer par du multi-report et ensuite ce modèle avec une source locale. Et après, donc, différents reports qui agrègent les données obtenues dans ce listing d'origine. Le bénéfice, si on passe à la slide suivante, alors au final, de mon côté, ça m'a permis d'avoir évidemment une meilleure connaissance du parc et d'identifier certains segments de marché qui vont entrer dans le plan d'action 2026 que nous allons avoir chez MyReport. Ça, c'est sur le bénéfice en termes de le retour que j'ai, moi, de mon côté, suite à ces analyses de données clients. Exploiter le builder aussi avec le principe que je viens de vous donner, une multi-report, source de données locales, et ensuite agrégation de données dans Excel, m'a permis d'avoir énormément de flexibilité dans mes analyses. Si j'avais besoin de rajouter une information, j'avais juste à la rajouter dans mes sous-reports, dans le report final, et à mettre à jour mon jeu de données. Je n'avais pas besoin de solliciter les équipes IT qui ont la main dans MyReport Data. Maintenant que ce jeu de données, ce référentiel de données est fait, la prochaine étape va être de l'industrialiser pour pouvoir le mettre dans MyReport Data. Et pourquoi je souhaite que ça aille dans MyReport Data, c'est que ces tableaux, ces reports, je les ai actuellement dans un classeur Excel qui est partagé en interne à travers donc, du SharePoint via Teams, mais c'est partagé qu'auprès de certains collaborateurs. Ce jeu de données n'est pas simple à manipuler, puisque ça passe que par du classeur Excel. Je souhaite que ces éléments-là apparaissent dans nos dashboards de référence. Et donc là, on va passer par un jeu de données qui va être modélisé dans MyReport Data, avec le niveau de détail qu'on a dans le listing, pour pouvoir ensuite faire des KPI dans une data vise et pouvoir les partager à l'ensemble des collaborateurs de MyReport.
Très bien, donc différents usages que tu nous partages ici, Pascal, et des différentes fonctions de MyReport, le multi-report d'abord pour construire ton jeu de données, l'exploitation des zones pour en créer une source de données locale, et ensuite, ce qui fait la grosse différence avec les tableaux cross dynamiques, c'est le fameux mode cellule à cellule de MyReport, qui est une vraie force pour alimenter des analyses qu'on fait dans Excel souvent à la main, avec de la ressaisie, etc. Et là, tu as un jeu de données qui est fiable, qui est traçable et qui te permet de t'assurer que les données que tu sors sont cohérentes avec les données institutionnelles de MyReport, d'ailleurs. Tout à fait, et ça a été un des enjeux justement, et l'étape, c'est justement de réinstitutionnaliser ce jeu de données. Ça va être le cercle, la boucle sera bouclée une fois que cette partie Exactement. aura été faite début d'année prochaine. Est-ce que vous avez des questions sur ce retour d'expérience de Pascal? Et merci beaucoup, Pascal, de l'avoir partagé. Perso, je vois pas trop l'intérêt. C'est une fois que tu t'es fait ton multi-report et que tu as ton listing, je vois pas trop l'intérêt après de le réutiliser comme source. Enfin, je me dis qu'une fois que tu as fait le taf, tu peux après le réexploiter dans tes différentes. Enfin, tu peux te faire un tableau croisé et tes graphiques croisés dynamiques et tout ce que tu veux après derrière. Alors oui, j'aurais pu le faire en tableau croisé, mais quand le sujet, comme le disait Thibaut, justement, c'était le mode cellule par rapport à la partie qualité de données, pour avoir la présentation que je souhaitais. Premier intérêt, donc là, versus l'utilisation de fonctions natives Excel telles que le tableau croisé que tu évoquais. La deuxième partie, c'est le tableau, alors, sur un tableau croisé, avoir comme indicateur le nombre de comptes par exemple, taille d'entreprise, les regroupements que j'avais pu faire à partir d'un champ assez brut qui était des étiquettes sur des effectifs, en faire une classification TPE, PME, ETI. Ça, j'aurais pu le sortir en tableau croisé. Par contre, si je veux avoir des variations suivant mes champs alignés en colonne, par rapport au canal de distribution, etc. Là, j'arrive sur des fonctionnalités qui ne sont pas simplement accessibles dans le tableau croisé. Donc, tous ces sujets de variation, de tri, de podium, qui font partie des fonctionnalités natives, des calculs natifs implémentés dans MyReport, auxquels on accède à travers un simple clic, j'aurais pas pu le faire avec du tableau croisé. Ça marche, merci. Et du coup, l'autre- l'industrialisation que tu as prévu de faire, est-ce que en gros, tu vas générer ton listing, utiliser Messenger pour le rafraîchir et après le réintégrer dans Data, ou tu vas tout remodéliser dans Data? Donc c'est une bonne question. Je pense partir sur un modèle agrégé dans MyReport Data. Ouais. Pourquoi? Parce que pour éviter les différents enchaînements, et j'accède déjà dans mes modèles aux informations avec les bonnes agrégations. Donc ça va être plus simple de faire ce modèle agrégé dans Data, et pour ensuite le mettre à disposition des utilisateurs. Ça évite aussi d'avoir cette phase d'ETL, de diffusion, puis de re-ETL pour réintégrer les données dans MyReport. Et pour compléter la réponse sur l'intérêt de passer par une zone plutôt que de réexploiter directement le multi-report dans tous les reports que Pascal voulait faire, c'est la maintenance. C'est-à-dire que si à un moment le jeu de données, Pascal veut le faire évoluer, il a à le faire évoluer une fois. Si sur chacune des cellules, parce que par rapport à ton propos, Jean-François, tu dis, OK, mais en fait, ces cellules-là, tu aurais pu les alimenter directement depuis ton multi-report. On imagine que demain, on dit à Pascal, nouveau challenge, il faut rajouter un critère supplémentaire. Là, il a juste à le faire dans son jeu de données initial dans sa zone, en disant, OK, il faut que je filtre sur la Suisse, parce qu'il faut rajouter la Suisse, et tout son jeu de données est à jour sur toutes ces cellules. Là où s'il n'avait pas fait, il n'était pas passé par cette étape intermédiaire, il aurait fallu qu'il vienne modifier chacun de ses reports, quoi. Donc c'est vraiment une manière de créer son jeu de données en local et de l'exploiter et de le maintenir, entre guillemets, avant l'industrialisation dans le data. Là, en l'occurrence, Pascal veut l'industrialiser, mais des fois, on a aussi besoin de se créer ses propres jeux de données. Et la bonne manière de le maintenir, c'est justement de créer ce jeu de données en local et ensuite de créer des rapports sur ce jeu de données. Voilà, c'est pour compléter la réponse, Jean-François, sur l'intérêt de passer par cette étape intermédiaire.
Avez-vous d'autres questions à poser à Pascal? Avec plaisir. Ah, merci. OK. Bon, et ça démontre pour moi hein, toute la puissance de MyReport parce que des analyses comme ça dans Excel, on en fait tous et assez régulièrement. Et voilà, MyReport est quand même sacrément puissant pour réaliser ce genre de choses. Autre cas d'usage, sauf si je crois qu'Yaroslava, t'as levé la main à un moment. Est-ce que c'était pour parler d'un cas d'usage que tu voulais nous partager? Allô? Non. N- Oui, on Non, t'entend. c'était pas pour. Enfin, je voulais juste partager une petite formule que je trouvais, que j'ai utilisée pour corriger mes données, mais c'était pas le cas d'usage. Désolée. OK, mais tu peux partager ta formule si tu veux. Oui, peut-être que ça peut servir à quelqu'un aussi. Moi, j'ai eu une base de données. Je vais vous montrer euh, rapidement. Avec les noms, prénoms, où il a eu beaucoup de signes spécifiques. Et donc, moi, j'ai Mhm. utilisé ça comme formule pour changer tout ce qui est accent, pour éliminer tout ce qui est accent, en fait. Et là, j'ai trouvé ça grâce au chat GPT parce que, voilà, c'est un exemple. Peut-être parce que moi, j'ai croisé deux bases de données et donc, dans une base de données, il n'y a pas d'accent et enfin, le nom, prénom ne contient pas des accents. Tandis que dans les autres bases de données, il a eu des accents. Je ne pouvais pas croiser en utilisant le clé nom-prénom. Et c'est pour Ouais, ça que ouais, je j'ai dû comprends. transformer et donc j'ai utilisé cette formule. Voilà, c'est juste pour ça. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont résolu ce problème de neutralisation des accents par un autre moyen que le substitut de tous les accents possibles? Non? Pascal, est-ce que tu as déjà eu ça, toi? Non, j'étais en train de réfléchir à des cas historiques. C'était au niveau des ETL pour avoir sur des modes d'ETL incrémentaux. Et j'étais passé par de la majuscule. Et je suis en train d'essayer de me rappeler du cas d'usage. J'essaierai de le retrouver pour une prochaine fois, potentiellement. Et la bonne remarque de Thomas sur une expression régulière. euh, Ouais. Moi, je l'ai déjà fait. Pour rechercher la différence de deux chaînes de caractères, je calculais le nombre de caractères différents. Mais c'est avec du SQL. Avec une fonction SQL. et avec Ça du permet de voir si jamais il y a pour repérer les erreurs les fautes d'orthographe du genre, ce genre de choses-là. Considère que s'il y a moins de deux caractères, bah, ça peut potentiellement être le même nom et ça peut être une faute d'orthographe. Voilà. D'accord, ça c'était pour regrouper des données et ensuite faire des agrégations. Voilà, donc il y avait un peu la même problématique, même si ce n'était pas tout à fait la problématique des accents. Ok. En tout cas, c'est un bon sujet, Yaroslava, qui est intéressant. Je creuserai, moi, de mon côté, s'il n'y a pas une solution plus... Donc, tu as eu la patience de le faire, en tout cas, et merci pour le partage. Mais effectivement, ce serait bien de trouver une solution potentiellement plus simple. Donc, autre cas d'usage, ma balance AG client. Comment ma balance AG client devient un levier de communication et d'action? Euh, Est-ce que vous avez des balances AG MyReport ou est-ce que vous utilisez les balances AG de vos outils de comptabilité? Ah, Laurent, tu as ta balance AG MyReport. Parfait. Ok, super. Eh bien, je vais vous partager notre balance AG. Alors, elle est virtuelle, hein. Elle est virtuelle parce que bon, on va pas. Il y a un certain niveau d'infos qu'on ne peut pas partager. Donc, c'est aléatoire, les chiffres vont changer à chaque rafraîchissement. Euh, Voilà le look. Je suis très fier de notre balance AG. Parce qu'elle est très claire et très simple à lire. Donc, ça, c'est le reste à encaisser. Encore une fois, c'est virtuel, hein. Donc,
On a le total échu et le total à échoir. C'est tellement virtuel qu'il y a du négatif, mais bon. Et on a le retard moyen de paiement de nos clients. Ici, vous avez à droite les créances échues par période, de 0 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours et plus de 90 jours. Et ensuite, les créances à échoir avec de 1 à 30 jours, 31 à 60, 61 à 90 et plus de 90. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, vous pouvez bien évidemment cliquer sur un délai de créances. Et donc là, on n'a que les créances supérieures à 90 jours. Si je veux les 61 à 90, j'ai que les 61 à 90. Et si je les veux tous, eh bien, je clique ici et j'ai toutes mes créances clients, qu'elles soient en retard ou qu'elles soient à venir. Bon, là, bien évidemment, j'ai masqué les noms des clients, mais encore une fois, c'est les données virtuelles. Et là, je peux trier par montant de retard, faire un focus en me disant, OK, c'est 14 000 à encaisser. Bien évidemment, ça ne va pas correspondre puisque c'est aléatoire, encore une fois. Mais là, je peux aller sur le détail du code journal, de la date d'écriture, jusqu'au lien vers l'écriture, vers la date vers la pièce comptable dans la comptabilité, donc la facture. Et ça, c'est une vraie tuerie en termes de recouvrement, puisque ici, sur ce client-là, je vois ces échéances à plus de 90 jours, ces échéances à 0 à 30 jours et ces éléments à échoir. Et donc, j'ai toute la liste. Je peux trier par date, par nombre de jours d'échéance. Et pareil, à chaque fois, donc en termes de communication, je peux avoir la liste auprès de mon client de toutes les factures qui sont en cours, de lui dire où est-ce qu'il en est, de retard qu'il a pris, qu'il a pu prendre. Voilà, quand on a 1000 jours de retard, c'est qu'on est très en retard et il faut payer. Et c'est un vrai gain de temps parce qu'elle est très claire. Et nous, enfin, je ne vous dis pas nos chiffres, mais en tout cas, on est très bien positionné. On a un super recouvrement. Sandra est à la manœuvre pour utiliser ce tableau de bord et c'est extrêmement efficace. Qu'en pensez-vous? Plutôt réussi d'un point de vue visuel. Voilà. Merci Laurent, j'en suis très fier. Des impayés, oui. Alors, oui, quand c'est échu, c'est effectivement des factures qui sont à payer, qui sont en retard de paiement. Merci pour vos retours. Sachez que cette balance AG, elle est dans nos extensions. Donc, on a la même chose côté fournisseur, hein. Les paiements que nous devons, qui peuvent être en retard, il y en a très peu en retard, hein, chez Mail-Report, on est des bons payeurs. Et surtout les échéances à venir. C'est très pertinent parce que c'est par client et donc vous savez, vous avez vraiment une vision par client de l'état des recouvrements et vous pouvez anticiper potentiellement les recouvrements. Typiquement, quand on a du retard et de l'anticipation, vous pouvez aller chercher les paiements. Eh ben, Thomas, peut-être qu'elle est dans Alizé. On en est tellement fiers qu'on a sûrement envie de réaliser aussi. J'étais en train de vérifier. Tu as Il y a forte chance sûrement raison. qu'il y soit. Effectivement, En tout cas, au-delà d'Alizé, qui est notre base de démo, sachez que vous l'avez dans nos extensions, hein, les extensions Sage, Pennylane, Divalto et autres, les extensions compta. On a cette balance AG voilà, qui apporte beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas d'usage, qui est un de nos cas d'usage et qui apporte vraiment qui est un dashboard qui apporte de la plus-value, quoi. Non? En tout cas, n'hésitez pas à mettre en place ce type de balance AG, c'est extrêmement pertinent et efficace. Il y a Yaroslava qui vient de lever la main. Ah, Yaroslava. Merci, j'ai une petite question, mais je peux faire une question sur data ou juste sur Water Balance AG? Parce que c'est plutôt sur Tu peux autre poser des chose. questions sur ce que tu veux, Yaroslava. Il y a pas de problème. D'accord, merci. C'est quelque temps que je n'arrive pas. Mais après, moi, je pense peut-être que c'est dû à ma version qui est toujours pas à jour. Mais je Pas de sais problème. pas. Je sais pas si c'est ça. Je vais vous montrer rapidement. Propriétaire. Alors, modifier. J'ai utilisé la formule qui était présentée par vous lors de un de live, celui-ci.
pour récupérer juste pour faire historisation de données. Et en fait, c'était l'idée de cette formule, c'était pour historiser juste un seul jour qui était le 15. Mais au Oui, final, il me exactement. sauvegarde tout le mois, 30 jours glissantes. Donc, moi, je posais la question, bon, ce que je disais, c'est pas grave pour le moment, mais quand même, je me suis dit, ça peut être intéressant de savoir déjà pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça ne sauvegarde pas le 15 uniquement, et pourquoi toujours, enfin, pourquoi 30 jours glissantes. Deuxième question, donc en fait, comment faire si on veut juste faire un jour? Après, si on veut faire sauvegarde de tout le mois. Et après, je me dis, si jamais on veut sauvegarder juste la moyenne du mois, donc à peu près, peut-être il faut faire l'agrégation, je sais pas. Mais ça peut être intéressant pour faire analyse de certaines choses, de agréger des données, faire les moyennes et sauvegarder juste la moyenne par mois. Par exemple, pour le tarif. Bien Nous, sûr. on a le tarif qui peut évoluer chaque mois. Et donc, on veut faire la moyenne du tarif de Mhm. cette mois-ci, après le mois prochain et faire la courbe pour voir est-ce que le tarif elle est évolué. Ah, Tout à Donc, fait. donc je sais pas pourquoi déjà je peux pas sauvegarder un seul jour et c'est toujours 30 jours. Et voilà. Alors pourquoi, en fait, je vais donner Merci. Merci. l'explication de la formule. Euh, Merci Jean-François. La formule, elle dit quoi? Elle dit qu'on va supprimer les données si les données, donc dans le jeu de données, à chaque fois, on stocke la date d'analyse. Donc la date d'analyse, c'est la date de l'ETL. D'accord? Donc on stocke à chaque fois qu'on charge les données, on met la date de l'ETL. C'est pour ça que c'est une historisation. C'est que ensuite, dans l'ensemble du jeu de données, on va avoir les données de chaque date d'ETL. Et donc ensuite, on va filtrer en disant, je souhaite filtrer toutes les lignes qui ont une date d'analyse antérieure à aujourd'hui moins un mois. Donc là, on est le 16. Qu'est-ce que ça va faire? Ce soir, ce que va faire le TL, il va supprimer toutes les données qui sont antérieures au 16 novembre. D'accord? Donc tout ce qui est antérieur à un mois, pourquoi? Parce que c'est ajoute-moi moins 1. OK? Donc là, on a fait, aujourd'hui, on est le 16. Ajoute-moi moins 1, c'est le 16 novembre. Donc toutes les données qui sont antérieures au 16 novembre, on va les supprimer, sauf toutes celles du 15. Puisqu'on a dit que si le jour de l'analyse est différent de 15, on supprime. Donc s'il est égal à 15, on garde. Donc là, c'est le filtre qui permet de dire, c'est un mode de chargement de l'ETL qui est suppression-insertion. Donc il va supprimer toutes les données qui sont antérieures au 15 et qui sont différentes, antérieures à un mois, pardon, et qui sont différentes du 15. Il va les supprimer pour réinjecter les nouvelles données Donc, ça veut du dire que jour. le résultat que tu as, Thibaut, là, c'est que pour chaque mois dans ton historique, tu vas J'ai le avoir, 15. tu vas garder pour ton historique des mois précédents, typiquement dans le cas de novembre, octobre, etc., les données du 15. Et pour le mois en cours, tu vas avoir les données de tous les jours. Exactement. Donc regardez, typiquement là c'est du live, hein. Si vous regardez les dates d'analyse que j'ai, donc chez nous c'est pas le 15, c'est le 5 qu'on a instauré. Mais donc j'ai les données depuis 2024, le 5 mai, le 5 juin, le 5 juillet, etc. Mm. Et pour le mois en cours, donc on a une date par mois. Et pour le mois en cours, on a le 5 novembre et ensuite le 16 novembre, 17 novembre, 18 novembre, jusqu'à hier, enfin, jusqu'à aujourd'hui même, le 16 décembre. Et donc, que va faire l'ETL aujourd'hui? C'est qu'il va aller me supprimer toutes les valeurs qui sont antérieures donc, au 16 novembre, donc c'est celle-ci, le 16 novembre, sauf celle du 5, mais là, pour le moment, enfin, en l'occurrence, sauf quand on passera le mois de décembre, il ne me gardera que le 5 novembre, que le 5 décembre, pardon. Est-ce que mon explication est plus claire, Yaroslava? Donc là, ça, c'est pas, c'est notre mode de fonctionnement. C'était le partage de notre fonctionnement Oui, oui, d'historisation de l'atterrissage. pardon. C'est clair, j'ai vu, parce que j'ai appliqué cette formule sur quelques modèles. Est-ce que c'est lié à quel type de modèle j'utilise? Est-ce que c'est multi-requête? Est-ce que c'est du Non. modèle de consolidation? Alors, Parce que c'est là, obligatoirement, ça peut pas être un multi-requête, parce qu'un multi-requête, c'est sans chargement. Et on peut pas, enfin, c'est sans chargement, donc on ne peut pas appliquer ce uh-huh, genre de formule. ok.
Et ensuite, sur les modèles de consolidation, Ouais. pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je ne l'ai pas testé, enfin moi, je ne l'ai jamais appliqué, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur un modèle Mais, de consolidation. mais moi, quand je regarde date analyse, j'ai une seule date. Enfin, ça ne fonctionne pas sur le modèle consolidation, je ne sais pas. Ok. Là, ça va, je pense qu'il faut qu'on voit avec le support. Oui, oui, Pourquoi oui, ça ne c'est... fonctionne pas. Et Et si... ensuite, par rapport à la moyenne de Merci. tes mois, c'est Merci. une fois que tu as ta table d'historique, tu peux créer un modèle sur cette table d'historique en disant, moi, je veux agréger ma moyenne par mois, et donc je ne veux avoir qu'une seule valeur par mois en faisant la moyenne de tes tarifs journaliers. Et ça c'est pareil, tu peux l'historiser pour n'avoir que les données, enfin qu'une donnée par mois par tarif. Ça, c'est une deuxième étape encore que tu peux faire dans un autre modèle. Donc toi, tu historises tes données chaque mois pour te dire, OK, j'ai besoin de chaque mois. Et une fois que tu as fait ça, tu viens réagréger les données sur cet historique pour avoir les données mensuelles. OK? Mais ça, on pourrait le voir, on pourrait t'accompagner là-dessus. C'est un peu plus complexe que juste de l'accompagnement lors du live, quoi. Merci, ça marche. OK? Merci. Oui, Et il merci est beaucoup. déjà 18h03. Bon, j'avais un autre, on pourra en reparler lors d'un autre live. Typiquement, on a eu ce cas d'usage la semaine dernière avec Marsha, qui est notre responsable ADV, où on avait des données à fournir à notre commissaire aux comptes sur une liste de factures. Donc, on avait une liste de factures. Je peux vous partager ici. Donc, voilà, ils nous ont donné une liste de factures. Ils nous ont dit, bon, bah, j'aimerais bien que vous nous fournissiez les commandes, les PDF, des commandes à l'origine de toutes ces factures. Et là, sachez qu'on a eu deux systèmes, parce qu'il y a des factures qui ont été générées sur des commandes qui ont 8 ans ou 9 ans, parce qu'encore une fois, c'est du récurrent. Et on a changé de système entre-temps, donc il y avait beaucoup de boulot. Et comme un peu l'a fait Pascal, à travers du multi-report, ici, hop, c'est pas là, c'est là, pardon, eh bien, on peut aller chercher ces infos. Et donc, en 1 heure, on a sorti le listing. Ici, elle avait le listing de toutes ces factures avec toutes les factures d'origine, les commandes d'origine, soit qui viennent de Odoo, c'est notre système actuel, soit qui viennent de PRO, notre ancien système. Et donc là, c'est plusieurs reports qui ont été faits pour aller récupérer les bonnes infos à chaque fois. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est déjà 18h04. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à myclub@myreport.fr pour qu'on aille un peu plus loin sur ce cas d'usage. OK? Sondage, on a besoin de vous. On va vous envoyer un sondage comme d'habitude pour que vous nous disiez ce que vous pensez de ce live. Voilà, on a des grosses ambitions sur 2026 sur la communauté. Le Live My Club est une instance qui permet d'animer notre communauté d'utilisateurs et de partenaires. C'est vous qui faites l'essence de tout ça, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage-là pour qu'on oriente la communauté comme il faut l'année prochaine. L'agenda des lives est accessible, vous y avez accès à travers l'URL qui est ici, mais vous y avez accès aussi depuis le site web, pour rappel, donc vous pouvez cliquer sur l'animation pour y accéder et savoir les futurs lives, de quoi ils vont parler. Encore une fois, écrivez-nous à myclub@myreport.fr. Ça permet d'alimenter la communauté. Le prochain rendez-vous, c'est le 21 janvier. En attendant, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Éclatez-vous avec ou sans MyReport. Avec MyReport, c'est mieux, mais sans MyReport aussi. Très belle fête de fin d'année et on vous retrouve en 2026 pour de nouvelles aventures. Merci à tous et répondez au sondage, c'est important. Très belle fête, bonne soirée. Au revoir à tous.